C'est toujours un réel plaisir pour moi, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le candidat numéro 3, Andrazoelen, a remporté haut la main l'élection présidentielle du 16 novembre dernier avec un taux de 58,95%. D'après les résultats provisoire publié par la CENI ce jour. Il a obtenu 2 856 090 voix. Le taux de participation à cette élection était de 46,36%. Les détails sur les images de Sechan Janab et Nzar Ranjansu. 9 jours après le scrutin du 16 novembre, durant lequel les citoyens ont pu exprimer leur choix pour élire qui ils désirent être à la tête du pays, la CENI a publié le résultat provisoire ce jour. Andrazoelen est à la tête du classement avec 2 856 090 voix, soit 58,95% des suffrages. Ci-après donc les détails de ce résultat. Votants 5 119 492. Suffrages exprimés 4 844 764. Blancs 127 145, nuls 147 583. Taux de participation 46,36%. Le candidat numéro 1 a obtenu 76 608 voix, soit 1,58%. Le candidat numéro 3, 91 155 voix, soit 1,88%. Le candidat numéro 3, 2 856 090 voix, soit 58,95%. Le candidat numéro 4, 76 532 voix, soit 1,58%. Le candidat numéro 5, 586 273 voix, soit 12,10%. Le candidat numéro 6, 29 764 voix, soit 0,61%. Le candidat numéro 7, 30 137 voix, soit 0,62%. Le candidat numéro 8, 63 336 voix, soit 1,31%. Le candidat numéro 9, 32 580 voix, soit 0,67%. Le candidat numéro 10, 251 145 voix, soit 5,18%. Le candidat numéro 11, 39 061 voix, soit 0,81%. Le candidat numéro 12, 14 630 voix, soit 0,30%. Et le candidat numéro 13, 697 453 voix, soit 14,40%. Ainsi, d'après ce résultat, le candidat Andrazoelen est en tête de classement, suivi de loin avec une différence de 2 158 637 voix par le candidat cité Nranjana Sulniek. À la troisième place, le candidat Mark Ravalmanan. Quant au trio de queue, le candidat Ratiet San Jean-Jacques se trouve en dernière position, précédé par Lalen Ratiraunan et enfin du candidat Rasenj San Daniel. C'est le résultat provisoire publié par la CENI. La HCC publiera le résultat officiel de cette élection la semaine prochaine. La poursuite du développement de Madagascar est la priorité pour le candidat Andrazoelen. Il a annoncé ce jour qu'il sera le président de tous les Malagasy et qu'il renforcera leur unité. Il optera également plus sur le social. Les détails sur les images de Sechan Janab et Nzar Ranjansu. La confiance du peuple malagasy envers le candidat Andrazoelen a été renforcée et cela a été prouvé lors de l'élection du 16 novembre. Car si au premier tour de l'élection présidentielle de 2018, le candidat Andrazoelen a obtenu 1 954 023 voix, pour cette année, le nombre de ses votants est de 2 856 090, ce qui lui a permis d'arracher la victoire dès le premier tour.
Le taux de participation a augmenté par rapport, en termes de nombre, a augmenté par rapport à l'élection présidentielle en 2018, au deuxième tour. Et personnellement, si j'ai pu obtenir 1 950 000 voix au premier tour en 2018, cette année, au premier tour, j'ai pu quand même obtenir plus de 2 850 000 voix. Cela marque la détermination du peuple malagasy à continuer vers la voie du développement, dans la continuité. Mais bien évidemment, c'est pour cette raison que je m'engage encore plus à rattraper le retard de développement de Madagascar. Et il faut que Madagascar brille. Et maintenant, nous allons continuer à travailler, à mettre en œuvre tous les plans de développement que nous avons déjà commencé pour Madagascar. À l'occasion de la proclamation des résultats provisoires par la CENI ce jour, il a tenu à remercier les Malagasy. Je tiens à remercier vraiment le peuple malagasy pour la maturité politique et la sagesse. Aujourd'hui, le peuple s'est exprimé, il a choisi son président et je pense que le peuple malagasy a choisi la voie de la continuité, de la sérénité et de la stabilité. Contrairement aux élections qui se sont déroulées un peu partout en Afrique, il n'y avait pas eu de blessés, mais le peuple malagasy a vraiment prouvé l'exemplarité des élections et je tiens aussi à remercier l'ensemble de tout un chacun qui ont participé aux élections, mais aussi la CENI qui a organisé ces élections à Madagascar. Il a également annoncé la poursuite du développement de Madagascar tout en priorisant les actions sociales et l'unité des Malagasy. Il a admis que les efforts sont encore nombreux pour sortir le pays de la pauvreté, mais qu'en se donnant la main, le pays pourra atteindre le développement tant attendu par les Malagasy. Le candidat Anjrazouelne a également appelé la population à rester calme en attendant la proclamation des résultats officiels par la HCC. Toujours dans ce contexte, aucun parti ne peut prétendre à la victoire si le taux de participation électorale baisse ou si le taux de vote blanc ou de vote nul augmente, a déclaré le président de la CENI lors de son discours à l'annonce des résultats officieux des élections. Le président de la CENI a également souligné qu'il y a eu une augmentation du nombre d'électeurs votant à cette élection présidentielle par rapport au second tour des élections de 2018. Les détails avec Saï Sylvain, Zaran Jiansou et Yves Janel. 5 119 492 électeurs sur 11 48 836 sont venus exprimer leur libre choix sur celui qui va diriger le pays pour les 5 prochaines années le 16 novembre dernier. Le taux de participation à l'élection présidentielle est de 46,36%, selon les résultats officieux publiés par la CENI. Si l'on compare ce taux de participation à celui du second tour de l'élection présidentielle de l'année 2018, la baisse est de 1,73% selon cette commission électorale nationale indépendante. Néanmoins, il y a eu une augmentation du nombre de personnes ayant voté lors de cette élection. La CENI a en outre souligné que cette baisse était due au doute ou à la crainte quant à la possibilité de troubles le jour du scrutin. Le rôle de la CENI dans l'élection présidentielle prend fin avec cette publication des résultats provisoires. 2 élections, notamment la municipale et la députation, attendent cette entité au cours des 6 premiers mois de 2024. Dans les actualités également, on célèbre ce jour la journée internationale dédiée à la lutte contre la violence envers les femmes ou Orange Day. Les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles débutent également ce jour. Selon le ministre de la Population, le thème de cette année est traduit littéralement par « tous unis, investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles ». À l'occasion, elle a invité tous les acteurs à contribuer à cette lutte. Et en économie, 2200 touristes sont transportés à bord du bateau de croisière Aïda qui a fait escale à Nosy-Be. L'arrivée de ces paquebots stimule l'économie locale en soutenant non seulement les professionnels du tourisme, mais également toute la chaîne économique locale, précise le ministre du Tourisme Joël Rangia Manjant. Détail avec Fendesene Mirai.
Après une escale à Diego, le bateau de croisière Aïda débarque à Nosy-Be avec à son bord 2200 touristes. Cette visite revêt une importance significative pour le secteur touristique. Le ministre du Tourisme s'est rendu sur place pour évaluer l'organisation de l'accueil des croisières à Nosy-Be. Par la même occasion, il a échangé avec les autorités locales et les opérateurs touristiques sur l'optimisation de l'accueil des croisiéristes, la vente de circuits en open, ainsi que la régularisation des opérateurs informels lors du passage des paquebots. La saison des croisières ne se limite pas à Nosy-Be, mais s'étend dans plusieurs villes, avec de multiples escales prévues. L'arrivée de ces paquebots stimule l'économie locale en soutenant non seulement les professionnels du tourisme, mais également toute la chaîne économique locale, dynamisant ainsi la consommation pour le bénéfice de divers secteurs tels que la pêche, l'agriculture et le transport. Il s'agit d'une opportunité de développement considérable pour le tourisme à Madagascar, raison pour laquelle le ministère accorde une importance particulière à la promotion du tourisme de croisière dans le pays. Et toujours dans ce contexte, Madagascar a les potentialités pour attirer les touristes selon les opérateurs français regroupés au sein du réseau Connect. Toujours d'après eux, Antananarive ne devrait pas être qu'un lieu de passage car elle possède également des sites touristiques. Toujours un reportage de Fadjasena Mirai. Madagascar possède plusieurs sites touristiques. Les 40 opérateurs et 20 partenaires français regroupés au sein du réseau Connect ont succombé au charme du pays. En seulement 5 jours de passage à Antananarive et dans la région d'Itas, ces opérateurs sont convaincus que Madagascar a des potentialités touristiques énormes. Madagascar est riche, très riche sur l'océan Indien. Quand je dis riche, c'est riche de tout ce que vous possédez, c'est-à-dire de tout ce qui est aujourd'hui nécessaire pour qu'un voyage, qu'un client décide de prendre et de choisir cette destination. Et le marché français aujourd'hui est demandeur mais ne connaît pas très bien l'île de Madagascar. Ou alors ils ont que Nosy-Be ou Diego Suarez, mais là on vient de découvrir quelque chose de fantastique autour de Antananarive et sa région. Et ça, c'est notre... Les Malagasy sont également chaleureux et accueillants selon ces opérateurs. Ils aideront à promouvoir notre pays une fois qu'ils seront de retour chez eux. Ainsi, l'on s'attend à ce que la visite de ces opérateurs contribuera à augmenter l'arrivée des touristes à Madagascar. Dans la page culturelle, à travers ce reportage de Mjarvulasferen et de Braz de Nilsson, nous allons survoler la mode du denim, communément connue sous l'appellation de jean, le tissu. Comme l'a indiqué hier Kelly, une styliste malagasy, le denim est adapté à toutes les morphologies, des plus minces aux formes généreuses. Le jean ne se porte pas seulement au quotidien, mais il peut surtout être travaillé pour les occasions spéciales. Razaf Asmalala Kelly s'est lancée dans le monde de la mode il y a 5 ans. Elle a débuté dans l'habillement de luxe pour hommes. Elle a habillé des hautes personnalités malagasy et des célébrités étrangères. Aujourd'hui, elle tâte un nouveau terrain, le denim ou jean. C'est un hommage à sa défunte mère qui est fan de ce genre de tissu. Mais elle veut surtout démontrer que le jean est adaptable à tous les âges, aux hommes comme aux femmes, et de taille S jusqu'à la taille XXL. Il y a 5 ans, j'ai demandé aux gars pour une ligne de vêtements de luxe sur mesure. C'est des costumes pour hommes, après j'ai élargi pour femmes aussi. Et comme après 5 ans, on a pris de l'expérience et on s'est dit pourquoi pas ne pas se lancer dans le début de travail, le début du quotidien, tout le denim, comme je porte là, jusqu'aux chaussures. Alors aujourd'hui, la collection porte son nom, denim Madagascar. Ma mère était une femme qui est femme de jean, très femme, mais vraiment quand c'est femme, c'est sans un jean pour une seule femme, donc c'était vraiment beaucoup. Et ça fait 2 ans qu'elle est partie au-delà. Et moi, je fais vraiment mon hommage à cette femme qui m'a rendu comme ça. Donc,
La soirée Fashion Show Denim de Kelly s'est déroulée hier à Anjar pour dévoiler au grand public sa première collection de denim. À l'issue du défilé, la talentueuse et jeune styliste malagasy a lancé le défi de travailler le denim pour les habillements de luxe. Le Fashion Show de Kelly à Anjar est le fruit d'une collaboration de sa marque avec une société concessionnaire automobile qui a d'ailleurs accueilli le défilé et ses invités. Et les séries doublées en version malagasy commencent à prendre de l'ampleur dans le pays. Non seulement le doublage nourrit les maisons de production, mais aussi ces séries doublées divertissent la famille. Détails sur les images de Yves Chanel. Les séries doublées en version malagasy tiennent la première place de l'audimat actuellement, selon une enquête menée par une agence de TV numérique. Selon les usagers, les séries télévisées sont les reflets de la vie et une source d'inspiration, et elles sont facilement assimilables en version malagasy. Des thèmes tels que l'amour, la tolérance et la diversité y sont abordés, suscitant de discussions significatives au sein de la société. À part le fait de divertir, les séries doublées en version malagasy sont devenues un gagne-pain des maisons de production, explique Cécile Menzanar, une responsable. Outre les séries doublées, les Malagasy aiment également voir à la télé les sports et les séries indiennes. Dans les actualités internationales, de nouvelles libérations d'otages du Hamas et de prisonniers palestiniens sont attendues ce jour, au 12e jour de la trêve entre le mouvement islamiste et Israël. France 24. La trêve tient toujours et c'est une condition sine qua non pour que se déroulent ces échanges entre otages israéliens et prisonniers palestiniens. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a de nouveau appelé les habitants à ne pas se rendre dans le nord, ce qui s'est produit d'ailleurs hier, puisqu'un certain nombre d'habitants ont tenté de rejoindre le nord pour aller voir dans quel état était leur maison ou essayer de sortir un corps des décombres. En tout cas, cette trêve tient et pour beaucoup, elle va permettre aujourd'hui à nouveau la libération d'un certain nombre d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens qui sont retenus du côté israélien dans un certain nombre d'établissements pénitentiaires. Alors on peut s'attendre, si tout se passe bien, à ce que le schéma qui a été mis en place hier se reproduise. On voit bien que les autorités israéliennes tentent de verrouiller au maximum en ce qui concerne la nature, le nombre, l'identité de ces otages. Elle a appelé les médias, encore une fois, à ne pas se laisser aller à diffuser des rumeurs ou des fausses informations. Le processus est clairement établi avec cette prise en charge dans un premier temps par des soldats et par des médecins. Hier, c'était une journée particulièrement sensible puisqu'il y avait des femmes et des enfants et qu'on a pris un certain nombre de précautions pour ne pas ajouter au traumatisme profond qu'ils ont sans doute vécu. Donc ça va être sans doute un passage par le point de passage de Rafah qui sépare la bande de Gaza de l'Égypte et ensuite des otages qui seront ramenés vers Israël probablement par des hélicoptères pour être pris en charge dans différents hôpitaux du pays en fonction du lieu d'origine de ces otages. Alors la liste des prisonniers palestiniens est un petit peu plus claire, elle a déjà circulé. La grande majorité de ces détenus sont souvent des adolescents entre 14 et 18 ans qui sont parfois en prison dans le cadre d'une procédure administrative, qui ont parfois été pris en quelque sorte en charge par des juges militaires qui n'ont pas été jugés et qui croupissent dans un certain nombre de prisons israéliennes. Alors côté israélien, on a clairement voulu mettre en avant que ce n'étaient pas des gens qui avaient du sang sur les mains. On se souvient que par le passé, il y avait eu un échange entre le soldat Gilad Shalit et un certain nombre de prisonniers, dont des Palestiniens qui avaient commis des attentats. D'ailleurs, le chef de file du Hamas, Yahya Sinwar, faisait partie de ces prisonniers. Et cette fois-ci, le profil est assez différent. Nous, on a rencontré par exemple une famille dont le fils est en prison et dont ils espèrent qu'ils le verront sortir dans les prochains jours. Il a 14 ans et ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir troublé l'ordre public et avoir eu une attitude antisémite à l'égard de colons. Donc beaucoup d'adolescents et beaucoup de femmes ont été libérés, devraient être libérés dans les prochains jours.
Et plusieurs Thaïlandais qui étaient retenus en otage par le Hamas à Gaza ont également été libérés par le mouvement islamiste palestinien quelques heures après le début de la trêve conclue avec Israël. La position de neutralité de la Thaïlande a contribué à la libération d'une partie de ses otages. France 24. Eh bien, il y a eu des longues négociations, hein. La Thaïlande a été très active. Le ministre des Affaires étrangères thaïlandais s'est rendu donc au Qatar, en Égypte, et aussi beaucoup de rencontres avec les Iraniens. En tout cas, énorme soulagement ici. On a vu enfin les photos en fait de ces 10 otages, hein, dont une femme. Et puis, on a vu surtout leur sourire, hein. C'est cela qui frappait. Après cette libération, il y a eu un petit peu de confusion hier soir lors de cette libération. Et notamment, le Premier ministre thaïlandais a d'abord affirmé qu'il y avait 12 otages libérés, mais le Qatar a corrigé en rappelant que c'était uniquement 10 otages, donc, dont une femme. On voit que le Qatar est au cœur de ces négociations. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 10 otages, 4 en fait ne figuraient pas dans la liste officielle, dans le décompte que tient le gouvernement thaïlandais sur la base des informations que lui transmet Israël. Ça veut dire en fait qu'on ne sait pas le nombre exact d'otages thaïlandais toujours détenus. Il est estimé à environ une vingtaine d'otages thaïlandais toujours détenus par le Hamas. On en sait un peu plus sur le profil. Il y a, comme on l'a souvent dit, des ouvriers agricoles, mais il y a aussi par exemple un infirmier, un Thaïlandais qui s'occupait d'un Israélien âgé vivant dans l'un de ces villages à proximité de Gaza. La plupart travaillaient donc à proximité de Gaza. Eh bien justement, c'est une position de neutralité finalement que la Thaïlande n'a cessé de rappeler. Et c'est peut-être cela qui a contribué à cette libération. La Thaïlande se trouve à 7000 km d'Israël. Il n'y a pas de véritable lien, je dirais, politique, historique, très ancien avec Israël ou même avec les Palestiniens, le Hamas. Ce sont véritablement des liens économiques en fait à partir des années 80 et ça a surtout explosé dans les années 90. Israël a fait venir en masse cette main-d'œuvre thaïlandaise du secteur essentiellement agricole, mais aussi dans le secteur de la construction pour travailler et en fait pour Israël pour ne plus dépendre de la main-d'œuvre palestinienne. En revanche, il y a des liens de la Thaïlande avec notamment un pays comme l'Iran, des liens anciens, historiques, et cela a peut-être contribué à cette libération. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.